Bonjour à toutes et à tous. Je vais parler aujourd'hui de la répartition actuelle de la biodiversité dans les différents écosystèmes. Lors de mes derniers cours, j'ai parlé beaucoup de la biodiversité au fil du temps, ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, on va voir l'état actuel de la biodiversité, sans entrer dans les polémiques, est-ce qu'il y a une crise de biodiversité, etc. Ça, c'est quelque chose que je vais aborder la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, je vais rester sur la science pure et dure. Donc, concernant la répartition actuelle de la biodiversité dans les différents écosystèmes, j'ai déjà parlé, en fait, lors de mes 2 dernières leçons, des modèles locaux et mondiaux. On a vu ensemble la biodiversité par rapport à la productivité des écosystèmes, notamment à travers les recherches de BEF, Biodiversity and Ecosystem Functioning. Nous avons vu également la biodiversité et stabilité des écosystèmes, les déterminants biogéographiques et écologiques des modèles de biodiversité. Et j'ai aussi parlé un petit peu de l'importance de la biosphère rare. Donc tout ça, j'ai abordé lors de mes 2 premières leçons, en fait. Aujourd'hui, nous allons voir plus en détail les différences de biodiversité entre la Terre et l'océan. Nous allons voir en particulier le rôle du phytoplancton en tant que producteur primaire, et ce, par rapport aux plantes terrestres. Et nous allons voir si les pyramides trophiques respectent un peu les mêmes règles dans l'océan par rapport à la Terre, notamment avec l'aide de Fabien Lombard, qui est un grand expert des pyramides des réseaux trophiques océaniques notamment, qui va donner le séminaire après mon cours. Alors d'abord, je pose la question de nouveau, combien d'espèces sur Terre? Le nombre d'espèces qui ont été cataloguées, c'est de l'ordre de 1 500 000 espèces qui sont cataloguées, décrites, mais on estime qu'il y en a beaucoup plus, de l'ordre de 10 millions, même plus, d'espèces en total sur la planète. Le nombre des espèces qui ont été cataloguées, vous voyez la répartition à gauche. Il y en a beaucoup d'insectes, beaucoup des animaux, notamment des mammifères, et également les plantes supérieures. Nous voyons à droite les prédictions de nombre de taxons total basés sur les courbes de raréfaction qui nous donnent une idée de combien de diversités ont déjà été échantillonnées avec les différentes méthodes au niveau de phylum, au niveau de classe, d'ordre, de famille, de genre et d'espèces. Et vous voyez qu'on commence dans certains cas à connaître un peu la totalité des organismes qui sont présents. Mais voilà, comme je disais, déjà une grande partie de la diversité reste encore inconnue de la science. Et donc, ça veut dire que cette biodiversité pourrait disparaître avant même d'être découverte si on continue dans l'avenir avec la crise de la biodiversité qui est actuellement en cours. Et sur cette graphique, nous voyons le nombre d'espèces qui ont déjà été nommées, l'estimation totale de nombre d'espèces dans différents groupes d'organismes. D'abord, en haut, les insectes, suivis par les champignons, etc. Et nous voyons en noir le nombre des espèces qui ont été nommées, classifiées déjà. Et alors, c'est évident, pour ce qui concerne les insectes, on commence à connaître beaucoup des espèces, en fait, même s'il reste énormément encore à découvrir. Pour ce qui concerne les plantes, nous croyons que notre recensement, plus ou moins, commence à être complet,
qui est également le cas pour les vertébrés. Tout en bas, les mammifères, par exemple, on pense qu'on connaît pratiquement toutes les espèces des mammifères sur Terre. Pour des autres groupes, il y a beaucoup de travail à faire, clairement, pour ce qui concerne les nématodes, les champignons, les crustacés. En gris, nous voyons les estimations du nombre d'espèces totales dans chaque groupe qui reste encore à découvrir. Donc, on commence un petit recensement des organismes qui existent sur Terre. Et nous voyons ici la représentation de ces différents groupes d'organismes par rapport à leur diversité, représentés en termes de leur taille dans cette image. Donc, les insectes, ils sont les plus diversifiés, et donc c'est l'image la plus grande sur cette image. Les plantes également, il y a énormément d'espèces. Et pour les autres groupes, c'est beaucoup moins important. Nous, en tant que mammifères, nous sommes loin d'être le plus diversifié, le groupe le plus diversifié sur la planète. Donc, tout ça concerne, grosso modo, les macro-organismes, les organismes qu'on peut voir à l'œil nu. Mais il reste énormément de diversité à décrire à l'échelle microscopique. Donc, si on considère la vie invisible pour laquelle il faut un microscope pour l'observer, il y a énormément d'espèces encore à découvrir. C'est évident, avec cet arbre phylogénétique, nous voyons les groupes d'organismes qu'on connaît bien, les champignons, les animaux, les plantes. Il y a toute une série de diversités qui est montrée sur cette figure, qui donc est composée des organismes microscopiques, notamment des eucaryotes unicellulaires microscopiques, et également les bactéries et les archées, qui sont présents sur Terre depuis très longtemps. Et leur diversité est encore exacerbée par le fait que ces organismes-là, on les trouve dans une range d'habitats très différents, énormes. On trouve les organismes, les microbes à température très élevée, dans les environnements très acides, hypersalins, etc. Donc, ils sont très diversifiés sur notre planète, en fait. Et en conséquence de ça, ils ont également une diversité métabolique très élevée et très importante par rapport aux plantes et aux animaux. Alors, pour ce qui concerne les micro-eucaryotes, qu'on connaît aussi sous le nom de protistes, les organismes eucaryotes unicellulaires, on peut considérer qu'eux, ils représentent en fait autour de 99% de la diversité des eucaryotes. Donc, au-delà des mammifères, dont l'homme, des plantes, des champignons même, les protistes couvrent une diversité énorme sur l'arbre phylogénétique des eucaryotes. Et notamment, il y a énormément de groupes qui sont unicellulaires. Jusqu'à ce jour, on a catalogué de l'ordre de 40 000 espèces de protistes et on estime qu'il y a au moins 100 000, peut-être même 1 million d'espèces différentes sur Terre. Donc voilà, beaucoup de travail encore à faire pour recenser tous les protistes, les eucaryotes unicellulaires. Et le problème, c'est encore pire pour ce qui concerne les prokaryotes, les bactéries et les archées, qui sont encore plus diversifiés par rapport aux protistes et aux macro-organismes. Un premier problème, c'est d'arriver à mettre en culture les espèces de bactéries. Jusqu'à ce jour, on a de l'ordre de 10-11 000 espèces en culture. Mais il y a énormément d'espèces en total. On estime de l'ordre de 10 puissance 12 espèces de bactéries et archées sur Terre, en fait.
Parmi eux, on a réussi à séquencer de l'ordre de 100 000 espèces à ce jour. Donc, c'est vraiment juste le début de cette analyse, de ce recensement des génomes des bactéries, des archées. Le dernier travail a été mené par un groupe de chercheurs qui a publié récemment dans Nature Biotechnology, qui a commencé à construire des génomes des bactéries et des archées à partir des séquences de métagénomes. Donc les données métagénomiques, c'est l'ensemble de plusieurs organismes qui ont été séquencés dans un environnement donné, tous ensemble. Et avec les nouvelles méthodes, on arrive aujourd'hui à reconstruire des génomes des bactéries individuelles à partir des mélanges de séquences de plusieurs bactéries. Ces génomes, ils sont appelés des Metagenome Assembled Genomes, des MAG. Et dans ce papier, ils ont reconstruit 50 000 génomes des prokaryotes pas encore cultivés. Et un tout dernier travail parle aussi de la même méthodologie pour faire la même chose avec le microbiote humain. Et ils ont décrit 200 000 génomes différents provenant des prokaryotes au sein du microbiote humain. Donc, la méthodologie est vraiment puissante. Donc, on peut découvrir énormément de choses à partir de ces génomes des prokaryotes, même si on n'arrive pas encore à les avoir en culture. Donc, la plupart de tout ça concerne la biodiversité sur Terre, où on est avec la biodiversité au sein des océans. La situation est beaucoup différente. Quand on regarde une forêt, la biodiversité est très évidente. On voit les plantes, la diversité des arbres, des plantes, même des animaux. Au sein de l'océan, la vie, c'est un peu plus difficile à voir, n'est-ce pas? Et c'est car la plupart de cette vie océanique, c'est microscopique. C'est composé des organismes unicellulaires, notamment les eucaryotes, les protistes, que je vous ai montrés auparavant, qui sont très diversifiés. Quasiment tous les groupes des eucaryotes principales, ils sont représentés par les espèces qui sont présentes dans les communautés océaniques, dans les communautés microscopiques au sein de l'océan. Et c'est ça, en fait, qui était très important comme objectif pour mieux comprendre cette vie microscopique au sein de l'océan. C'est cet objectif, cet questionnement qui a stimulé en fait le lancement de ce projet Tara Océan à bord de la goélette de Tara, que vous connaissez tous, je pense, à travers mes derniers cours. Et donc, je vais parler dans les prochaines minutes des découvertes concernant la biodiversité océanique qui ont émergé grâce à ce projet de Tara Océan, qui était particulièrement important pour découvrir la biodiversité océanique au sein des communautés planctoniques. Ce projet a été mené notamment par Eric Karsenty, le directeur scientifique, pendant ces derniers 10 ans de ce projet. Donc, Tara Océan était vraiment ciblé sur le plancton, sur cette vie microscopique au sein de l'océan. On peut considérer le plancton en fait comme en tant que la vie, la multitude invisible de la vie au sein de l'océan. Cette vie microscopique représente en fait de l'ordre de 65% de la biomasse dans l'océan, dans la quantité de carbone présente dans les organismes au sein de l'océan. On le trouve principalement dans le plancton, 2 tiers environ de la biomasse dans l'océan
se trouvent dans ces organismes microscopiques. Donc, ils sont microscopiques, ils sont tout petits, mais pourtant, ils ont des fonctions très importantes. Le plancton, c'est la base de la chaîne alimentaire océanique. Donc, tout simplement, s'il n'y a pas de plancton, il n'y a pas de poisson, car ils n'ont rien à manger, tout simplement. Le plancton photosynthétique, qui est appelé le phytoplancton, séquestre le CO2 depuis l'atmosphère. Il génère de la biomasse dans les organismes. Okay. En même temps, il génère de l'oxygène à travers la photosynthèse. Donc, exactement comme les plantes, le phytoplancton, ils sont des producteurs primaires au sein de l'océan, sauf qu'ils sont microscopiques. Donc, c'est le phytoplancton qui génère de la biomasse, qui nourrit les chaînes trophiques au sein de l'océan. Et il génère en même temps l'oxygène qui est indispensable pour respirer pour la plupart des organismes. À travers la photosynthèse, le plancton est également très important dans la pompe à carbone biologique de l'océan, que je vais parler dans quelques minutes. Et à travers la séquestration de CO2 depuis l'atmosphère au sein de l'océan, le plancton participe aux régulations du climat. Et on a même vu dans mes derniers cours, par exemple, la glaciation à l'échelle planétaire avant le Cambrien a été provoquée, on pense, par la diversification et la distribution extrême du phytoplancton au sein de l'océan, juste avant le Cambrien. Donc, ils participent et ils sont également affectés par le changement climatique. Donc, tout ça, ils sont des aspects qu'on a été particulièrement intéressés à aborder au sein du projet Tara-Océan. Alors, quels organismes on trouve dans le monde planctonique? Je vais les introduire rapidement. Alors, il y a les protistes, des organismes eucaryotes unicellulaires. Vous voyez plusieurs ici, avec les morphologies tout particulières. Certains, ils sont photosynthétiques, autres, il s'agit des parasites. Autres, ils sont des bactériovores, ils mangent des bactéries, des autres petits eucaryotes également. Donc, les protistes, ils sont abondants au sein de l'océan. Dans un litre d'eau de mer, on pourrait avoir jusqu'à 10 millions de cellules de protistes. Et ils se trouvent dans ce monde invisible planctonique ensemble avec le zooplancton. Donc le zooplancton, ils sont les brouteurs de l'océan, les vaches, les moutons, si vous voulez, qui se nourrissent de phytoplancton et des autres protistes, également aussi les bactéries dans certains cas. Il y a différents types, ils sont typiquement multicellulaires, comme vous voyez les formes de ces petites crevettes qui sont appelées les copépodes, par exemple. Et concernant leur abondance, il peut y avoir jusqu'à 100 organismes de zooplancton dans un litre d'eau de mer donné. Les organismes plus petits, alors, sont les bactéries et les archées. Certains sont photosynthétiques, autres y participent à la décomposition de matière organique, par exemple. On peut y avoir jusqu'à 1 milliard de cellules de bactéries, d'archées, dans un litre d'eau de mer. Et encore plus petit, il y a les virus et les virus géants, qui sont appelés les gyrus, qui peuvent être présents dans l'ordre de jusqu'à 10 milliards de particules dans un litre d'eau de mer. Alors, les virus sont très importants dans la régulation de l'écosystème, de l'équilibre de l'écosystème planctonique. Ils ne sont pas dangereux pour nous, mais ils sont là pour infecter
les espèces de protistes, différentes espèces, des bactéries, etc., pour assurer qu'il y a pas, que l'équilibre entre les organismes c'est maintenu. Alors, tous les organismes que je vous ai montrés, ils sont présents en abondance différente, comme vous voyez, et ils ont aussi les tailles très différentes. Vous voyez dans cette image une zooplancton, un copépode, qui est l'organisme multicellulaire, avec une diatomée, un protiste dessous, et finalement une bactérie sur les cellules de diatomée. Okay? Enfin, vous voyez là la cellule bactérie. Et nous ne voyons pas ici les virus. Les virus seront de l'ordre de 1 pixel à peu près sur la cellule bactérienne, si jamais ils étaient visibles. Donc, c'est déjà vous comprenez, c'est un défi, c'est un challenge pour essayer d'échantillonner toute cette vie différente dans une seule compagnie d'échantillonnage océanique, n'est-ce pas? Même si toute cette vie est microscopique, ils ont des tailles vraiment très, très, très différentes. Et si on fait une analogie avec un échantillonnage, un recensement de la vie au sein d'une forêt, par exemple, ça serait l'équivalent d'aller échantillonner tous les organismes, de plus petits, les fourmis, jusqu'aux brontosaures, pour vous donner une idée des ordres de grandeur des organismes qui sont présents. Et donc, c'est clair qu'il n'y a pas de filet qu'on pourrait utiliser pour récolter tous en même temps. Donc, on a dû développer les protocoles différents pour échantillonner toute cette vie différente sur Tara, à travers l'utilisation des différents filets à plancton pour concentrer les organismes, à travers l'utilisation d'un appareil qui s'appelle une rosette, que vous voyez là, avec les bouteilles pour collectionner de l'eau depuis différentes profondeurs, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et à bord le navire, la vie était surtout basée sur la filtration de l'eau de mer, sur la concentration de plancton, sur les membranes, et ensuite sur leur collecte dans les congélateurs à bord, etc. On avait également un petit laboratoire à bord avec les microscopes, avec les autres appareils pour pouvoir observer les organismes qu'on récoltait pour nous donner déjà une idée de qu'est-ce qu'on trouvait dans une station d'échantillonnage donnée. Donc tout ça, c'est montré dans cette vidéo pour vous donner une idée de la vie à bord, la vie scientifique à bord notamment. Et en fin de compte, après alors 4 ans d'exploration autour du monde, en parcourant tous les océans du globe, on a échantillonné à 210 stations différentes à l'échelle planétaire et on a récolté de l'ordre de 40 000 échantillons pour ensuite être analysés dans le laboratoire. On a également récolté des autres jeux de données pour nous pouvoir permettre d'avoir de l'information contextuelle sur chaque écosystème qu'on échantillonnait à chaque station d'échantillonnage. Alors, comme je disais, la vie à bord, c'était basé sur la récolte de plancton, leur concentration, la filtration des organismes, la préparation des filtres qui ont été ensuite envoyés vers les laboratoires et qui ont été analysés d'un côté avec les analyses de la génomique, de séquençage haut débit, notamment à Génoscope, jusqu'au sud de Paris. On a utilisé différentes méthodes de séquençage pour caractériser tout ce qu'on trouve dans une communauté de plancton donné. Et en parallèle, on utilisait aussi beaucoup de techniques d'imagerie microscopique pour pouvoir observer les cellules, les organismes. Tout ça pour tenter de comprendre, alors dans chaque station d'échantillonnage, qui est là, qu'est-ce qu'ils font,
avec qui et pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc ça, c'était la base du projet, en fait, de comprendre, d'essayer de répondre à cette question un peu basique à travers les analyses qu'on faisait. Alors, pour les différents types d'organismes qui ont été séparés, triés par leur taille, on pouvait utiliser les différentes méthodologies. D'un côté, pour les virus, les bactéries, les archées, on basait beaucoup d'analyses sur le séquençage, les analyses des séquences. Et pour ce qui concerne les organismes plus grands, les eucaryotes, donc les eucaryotes unicellulaires, dont les protistes notamment, et également les eucaryotes multicellulaires, les zooplanctons, les copepodes, etc. On avait différentes méthodes pour aller sonder, aller trouver de l'information à partir des échantillons, basés d'un côté sur les analyses génomiques de l'ADN, et de l'autre côté aussi de l'imagerie, différents types d'imagerie microscopique qu'on déployait sur le projet. Alors, après la fin de l'expédition en 2013, alors, on a commencé à analyser des données et on a commencé à publier les premiers résultats. Jusqu'à aujourd'hui, on a publié beaucoup, en fait, beaucoup de résultats, plusieurs dans les revues de très haut niveau, les revues scientifiques. Et jusqu'à ce jour, on a publié, le consortium Tara Ocean a publié de l'ordre de 130 publications ces derniers 5 ans. La première publication, le plus important, on a publié, le premier qui était le plus important, on a publié en 2015 dans un numéro spécial du journal Science, qui est bien sûr très, très renommé. Et dans ce numéro spécial de Science, nous avons publié 5 papiers qui racontaient, qui montraient les premiers résultats issus de Tara Ocean. Et juste pour résumer très brièvement, dans un papier, nous avons parlé des prokaryotes océaniques. Nous avons décrit de l'ordre de 40 millions de gènes provenant d'environ 35 000 taxons différents de prokaryotes. La majorité sont nouveaux, avec des fonctions inconnues. Pour ce qui concerne les eucaryotes, notamment les protistes, nous avons décrit de l'ordre de 130 000 types différents de protistes, qui est plus de 10 fois plus que le nombre d'espèces de plancton eucaryotes marins formellement décrites. Donc, il y a énormément d'espèces nouvelles. Et environ un tiers ne peut être attribué à aucun groupe taxonomique connu. Donc, on ne sait pas on ne sait pas où les placer sur l'arbre phylogénétique de la vie eucaryote, en fait. Et dans un autre papier, nous avons décrit les communautés des virus et nous avons décrit de l'ordre de 5500 types différents de virus, dont seulement 39 étaient connus auparavant. Donc, encore une fois, vous voyez le taux de découverte exceptionnel issu de ce projet. Juste pour vous donner des résultats très, très basiques pour comprendre, on peut poser les questions très, très simples sur, par exemple, quel est le groupe de plancton le plus abondant au sein de l'océan, ou quel est le groupe de plancton le plus diversifié selon les données de Tara Ocean. Et là, on a commencé à avoir les surprises. D'abord, pour ce qui concerne l'organisme le plus abondant dans ce nouveau monde de protistes marins, on a compris en fait que les radiolaires sont particulièrement abondantes au sein de l'océan. En particulier des groupes appelés les Colodaria et les Phaeodaria. Alors, on connaît depuis plus d'un siècle des radiolaires. Ils ont été même dessinés par Ernst Haeckel il y a plus de 100 ans.
mais on ne savait pas leur abondance, car il s'agit des organismes très fragiles qui ne sont pas faciles en fait, à observer et à analyser. Nous avons réussi à quantifier l'abondance des radiolaires à travers un des systèmes d'imagerie microscopique qu'on a fait in situ, dans la colonne d'eau. On a pu observer ces organismes directement sans les récolter à bord du navire. Donc, les radiolaires sont d'une abondance inattendue. Pour ce qui concerne le groupe d'eucaryotes le plus diversifié dans l'océan, on était tout le monde, je crois, surpris d'apprendre que ce groupe s'est appelé les diplonémides. Les diplonémides, ils sont très, très peu connus en fait. Ils se trouvent dans une petite partie de l'arbre phylogénétique des eucaryotes, très peu étudié. Tout proche aux trypanosomes, aux leishmania, donc les organismes parasites qu'on connaît à travers les maladies humaines, paludisme par exemple provoqué par les trypanosomes. Donc on imagine que les diplonémides océaniques qui sont les parasites, mais dans ce cas les parasites des protistes par exemple, ou des autres eucaryotes ou des autres bactéries. Donc, les diplonémides représentent le groupe eucaryote le plus diversifié dans l'océan. Et donc, avant Tara-Océan, on avait juste décrit 3 espèces de diplonémides. Grâce à Tara-Océan, on a décrit de l'ordre de 45 000 types différents. Donc voilà encore une fois les surprises inattendues qui émergent de ce jeu de données énorme. Alors, une fois que nous avons l'information sur la diversité des prokaryotes, des eucaryotes, des virus, dans les différents endroits donnés au sein de l'océan, on peut mettre toute cette information ensemble pour aller interroger quel organisme se trouve toujours ensemble ou quel organisme se trouve jamais ensemble. Donc on peut essayer de définir alors le réseau social du plancton pour voir qui interagit avec qui. Donc ça, si vous voulez, c'est le Facebook de l'océan, du plancton. Donc ça nous a mis pas mal de temps à faire cette analyse. C'est une analyse computationnelle très puissante, très importante, qui demande beaucoup d'efforts de calcul. Mais voici le résultat, qui n'est pas trop joli à voir. Mais il y a en fait énormément d'informations dans cette diapositive. Alors chaque point, ça représente un organisme différent, soit un eucaryote, une bactérie, par leur couleur. Et les lignes entre les organismes correspondent à une coprésence des organismes ou une exclusion mutuelle. Donc, les lignes vertes veulent dire que les organismes en trouvent souvent ensemble dans un échantillon. Et quand il y a les lignes rouges entre les organismes, ça veut dire qu'on ne les trouve jamais ensemble. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on commence à définir le réseau social du plancton. Alors, si on fait cette analyse taxon-taxon et taxon-environnement, donc les conditions environnementales, déjà, on commence à voir que les interactions biotiques sont plus importantes par rapport aux interactions avec l'environnement. Donc, tout ça pour dire que pour un plancton, ça semble être particulièrement important avec qui on habite plutôt que où on habite. Okay? Donc, les communautés planctoniques semblent être vraiment très bien structurées et donc très importantes pour finalement le fonctionnement de l'écosystème. Alors, cet interactome, ce réseau social, c'est aussi intéressant du point de vue d'aller découvrir les nouvelles interactions entre les espèces.
pour chaque point. Ça représente un organisme particulier. Donc, c'est possible d'aller voir un organisme donné et voir avec qui il interagit pour mieux comprendre le fonctionnement de cet organisme dans l'environnement. Et c'est à ce moment-là qu'entrent en jeu les données d'imagerie microscopique, car les images qu'on a prises de très haute qualité, vous voyez ici 3 exemples, nous permet d'aller voir les interactions, les organismes qui interagissent entre eux. Nous avons ici 3 images de 3 différents types de protistes, avec les exosquelettes exquises différents chacun, et avec aussi les structures intracellulaires qu'on peut observer également à travers les différentes sondes fluorescentes pour l'ADN, pour les membranes, etc. Donc, ce type d'imagerie microscopique avec des microscopes confocales nous donne énormément d'informations sur chaque organisme qui, en fin de compte, est très petit. Chaque organisme que vous voyez là est quelques dizaines de microns seulement. Et nous avons clairement beaucoup d'informations à utiliser pour comprendre de quoi il s'agit chaque organisme. Alors, on peut utiliser alors ce jeu de données des images pour aller chercher les interactions. Je donne un exemple du Symbiodinium. C'est le dinoflagellé qu'on trouve souvent associé dans les récifs coralliens avec les coraux. On trouve également Symbiodinium avec d'autres mollusques dans les écosystèmes marins, également avec les vers marins différents. Donc, ils sont des organismes photosynthétiques qui donnent couleur par exemple aux récifs coralliens. Et donc, on peut considérer Symbiodinium comme une espèce de super symbionte, car il fait les symbioses avec beaucoup d'autres organismes. Mais en fait, on ne connaît pas ces Symbiodinium entrent en symbiose avec des autres espèces planctoniques. Donc, à travers notre jeu de données d'imagerie, on est allé voir Symbiodinium. Si on trouve Symbiodinium toute seule dans l'environnement, dans les échantillons, si on trouve cette bestiole associée avec des autres organismes. Et on était très surpris d'apprendre que Symbiodinium, en fait, ne vit pas toute seule en flottant, en dérivant avec les courants marins, mais il se trouve à l'intérieur d'un autre organisme, un organisme cilié, calcifié, qui s'appelle Tiarina, que vous voyez à gauche ici, avec une carapace très siliciée, avec beaucoup de ciliés. Tout autour. C'est une cellule unique, toujours, une espèce de protiste. Et à l'intérieur de cette cellule, on trouve les boules rouges et bleu foncé qui représentent le Symbiodinium. Donc, le dinoflagellé, alors, Symbiodinium, a trouvé une maison à qui vivre un peu partout dans l'océan. On a trouvé cette association un peu partout dans l'océan. Donc voilà l'intérêt d'aller interroger les images pour aller explorer les interactions entre les organismes. Vous avez un autre exemple ici à gauche avec une chaîne de diatomées avec une autre espèce ciliée de Vorticella qui est une parasite cette fois-ci. Et à droite, vous voyez une chaîne des cellules de diatomées avec à l'intérieur de chaque cellule des bactéries qui fixent de l'azote. Okay? Donc, il s'agit d'un processus extrêmement important, la fixation de l'azote, qui rend de l'azote gazeux accessible à l'utilisation par la biologie. C'est très important dans les écosystèmes terrestres. Les plantes légumineuses, par exemple, entrent en association, en symbiose avec les bactéries qui fixent de l'azote. Et c'est exactement le même principe au sein de l'océan, sauf que ces interactions,
ils sont toujours entre les organismes unicellulaires, donc ils sont plus difficiles à les découvrir. Mais à travers les analyses génomiques, en allant chercher les gènes spécifiques pour la fixation de l'azote, et à travers les bases de données d'imagerie, on peut trouver les différents types d'associations symbiotiques responsables pour la fixation de l'azote. Et on peut quantifier chaque type d'association dans les échantillons de Tara pour nous donner alors une idée de l'importance de chaque association symbiotique dans les différentes régions océaniques. Donc c'est la première fois qu'on arrive à avoir une idée globale de l'importance de la fixation de l'azote au sein de l'océan. Donc voilà, ça concerne un petit exemple concernant l'azote. Je passe maintenant à la fixation de carbone, qui est également très important, peut-être même plus important au sein de l'océan. Donc, il concerne d'un côté la photosynthèse, qui est alors responsable pour la séquestration de CO2 depuis l'atmosphère, la génération de matière organique à travers la photosynthèse au sein de phytoplancton. C'est un processus très important, car à travers l'imagerie satellitaire, notamment, et la détection de chlorophylle sur la surface de notre planète, on a aperçu en fait que la photosynthèse au sein de l'océan, c'est exactement l'équivalent de la photosynthèse sur Terre. Donc, la photosynthèse sur Terre, c'est vraiment moitié Terre-océan. Sauf qu'on ne voit pas les plantes au sein de l'océan, n'est-ce pas? C'est car les organismes photosynthétiques sont tout petits. Donc, on connaît un peu les organismes photosynthétiques au sein de l'océan. Vous avez ici un panorama des différents types de phytoplancton, des prokaryotes, notamment des petits prokaryotes, cyanobactéries, Prochlorococcus synechococcus, également Trichodesmium, qui fixe aussi de l'azote par ailleurs. Et aussi les organismes eucaryotes, les algues vertes, les dinoflagellés, comme je vous ai montré auparavant, Symbiodinium, les diatomées et les aptophytes qui sont souvent couverts en calcaire, comme vous voyez dans cette image, et également certaines symbioses entre les algues et autres organismes. À travers les données de Tara Océan, on arrive à quantifier tous les différents types d'organismes photosynthétiques à l'échelle planétaire dans l'océan, à travers l'utilisation d'un gène marqueur spécifique pour les organismes photosynthétiques qui s'appelle PSBO, qui est présent dans tous les organismes photosynthétiques, y compris les prokaryotes et les eucaryotes. Donc ça nous permet d'un seul coup à quantifier les bactéries, les cyanobactéries, et les eucaryotes photosynthétiques pour voir leur distribution au sein de l'océan, leur abondance, leur diversité, etc., que vous voyez à travers les couleurs. Donc, ça, c'est de l'information très importante qui nous dit quel organisme photosynthétique on trouve à quel endroit. On peut également, peut-être je vais passer ça dans l'entrée de temps, on peut également s'interroger sur quelle est l'importance de chaque groupe d'organismes photosynthétiques pour ce qui concerne la production primaire. Quelle est l'importance dans la photosynthèse de chacun de ces groupes photosynthétiques? On peut essayer de comprendre ça à travers une analyse qui s'agit d'une comparaison entre différents groupes des organismes, chaque groupe représenté sur l'axe X, et les paramètres environnementaux, notamment pour ce qui concerne la photosynthèse, les paramètres NPP, c'est Net Primary Production, c'est un calcul qu'on fait depuis les données satellitaires. On a également calculé les concentrations de chlorophylle dans chaque station d'échantillonnage qui sont aussi représentées ici. Donc, à travers
les comparaisons de ce type, on peut voir quel organisme est le plus fortement corrélé avec les fortes concentrations de chlorophylle et les fortes concentrations, les forts taux de productivité primaire. Et ce qu'on voit, c'est alors cette colonne-là est le plus fort pour ce qui concerne la concentration de chlorophylle et NPP. Et il s'agit alors du groupe des diatomées qui semble alors d'être le plus important pour ce qui concerne la fixation du CO2 à travers la photosynthèse au sein de l'océan. Donc ça nous donne une autre manière pour s'interroger qui fait quoi dans l'écosystème marin, si vous voulez. Alors l'autre côté de la pompe biologique à carbone concerne le composant de matière organique qui est créé, qui est généré à travers la photosynthèse, qui coule vers le fond de l'océan. Okay? Donc c'est un processus très lent qui prend beaucoup de temps, mais au fil du temps, cette petite partie de matière organique coule vers le fond de l'océan et a généré ce qu'on consomme aujourd'hui en tant que combustible fossile. Donc le plancton, le phytoplancton notamment, qui génère de pétrole, de gaz qu'on brûle aujourd'hui. Donc c'est un processus très lent, mais en fin de compte a donné énormément de combustible de fossiles sur notre planète. Donc à travers les analyses de Tara Ocean, on peut poser la question quels sont les taxa de plancton qui sont plus associés avec l'export de carbone vers le fond de l'océan. C'est possible de faire ça avec les données de Tara, car d'un côté, on a quantifié les particules de carbone présentes dans la colonne d'eau à chaque station d'échantillonnage. Donc, on a pu créer les cartes où on voit la quantité de matière organique, des particules organiques dans la colonne d'eau tout autour de l'expédition de Tara Ocean. Il y a clairement les endroits très riches en particules de carbone, par exemple l'Atlantique Nord, et d'autres zones très pauvres en carbone dans la colonne d'eau, notamment l'Atlantique Sud dans ce cas-là. Donc, on peut ensuite prendre cette information, le comparer avec l'information sur les communautés planctoniques à travers les études des réseaux sociaux, etc., pour voir alors quel type de plancton est le plus important dans ce processus d'export de carbone. Ça nous permet d'aller d'une image un peu abstraite de plancton, de qui fait quoi dans l'écosystème marin, à une vision beaucoup plus précise sur quel organisme est le plus important. À travers cette analyse de réseau, on peut identifier les organismes qui sont particulièrement centrales dans le réseau qui corrèle le plus fortement avec l'export de carbone qu'on a pu observer tout au long de l'expédition de Tara. Donc ça nous permet de voir par exemple l'importance de certains groupes de plancton, notamment les radiolaires, les dinoflagellés, qui n'étaient pas trop une surprise on a attendu de voir ce genre d'organismes associés avec l'export de carbone. Mais on était surpris par ailleurs de voir l'importance d'une petite cyanobactérie, les picocyanobactéries Synechococcus, et encore plus petits les virus qui infectent les Synechococcus, qui sont appelés les synéchophages. Donc même les plus petits composants de l'écosystème semblent avoir un rôle très important dans ce processus d'export de carbone vers le fond de l'océan. Et ça, c'est un résultat qui nous a surpris. Donc, dans cette diapositive, j'ai résumé un peu les choses que je viens de vous raconter. Les résultats principaux issus de Tara Ocean jusqu'à ce jour. Donc, vous voyez en résumé le microbiome des prokaryotes, le microbiome des eucaryotes unicellulaires, des micro-eucaryotes.
en nombre de taxa, en nombre de gènes. J'ai résumé aussi un recensement des communautés des virus qu'on a pu observer à travers le projet. Et je vous ai montré comment les études de l'interactome, du réseau social de plancton, nous révèlent de l'information surprenante, également concernant les processus particulièrement importants, biogéochimiques, la fixation de l'azote, etc. Je vous ai montré également l'importance de la microscopie, la possibilité de pouvoir observer directement les organismes à côté de l'information génomique de l'ADN pour nous donner encore plus d'informations. Alors, tout ça concerne grosso modo la biodiversité alors, océanique. On a pu faire un bon recensement, je dirais, de la vie planctonique qu'on trouve au sein de l'océan à ce début du XXIe siècle. Okay. Alors, jusqu'au présent, je n'ai pas vraiment parlé de l'abondance des organismes, ni sur Terre, ni au sein de l'océan. Donc, allons-y voir un instant. Qu'est-ce qui semble l'abondance des organismes par rapport à la biodiversité des organismes. Déjà, sur Terre, nous voyons ici que la biomasse et le nombre d'espèces dressent des portraits très différents. Je vous ai montré auparavant que les insectes représentent le groupe d'organismes les plus diversifiés sur Terre. Mais en termes d'abondance, ils sont les plantes qui sont beaucoup plus importants. Okay? Les insectes, on ne voit même pas dans cette figure. Donc les plantes représentent la plupart de la biomasse sur Terre. La Terre est verte, n'est-ce pas? Donc les plantes sont particulièrement importantes pour ce qui concerne la biomasse. Les insectes, ils sont à l'intérieur de cette petite partie tout en bas à gauche, les animaux. Et les arthropodes, dans les insectes, on a beaucoup moins en termes de biomasse par rapport aux plantes. Nous voyons également les êtres humains qui représentent en biomasse encore moins que les insectes. Donc, ça concerne l'abondance, la biomasse des organismes terrestres. Au sein de l'océan, il y a beaucoup moins de vie, okay, par rapport à la biomasse terrestre. La biomasse marine est de l'ordre de 80 fois moins importante que la biomasse terrestre. Et pour ce qui concerne la biomasse marine, c'est réparti grosso modo dans ces parties-là. Les protistes font quasiment un quart de la biomasse au sein de l'océan. Nous voyons les animaux, les poissons notamment, les mammifères, les baleines, etc., représentent l'équivalent en biomasse de tous les protistes unicellulaires. Les bactéries, encore moins, les virus, encore moins. Donc, tout ça, c'est surprenant, je pense, considérant que la photosynthèse au sein de l'océan, c'est l'équivalent de la photosynthèse sur Terre. Même s'il y a beaucoup moins de biomasse, l'activité photosynthétique, c'est exactement le même entre Terre et mer. Donc, ça donne une vision de la biomasse océanique. On peut aller encore plus poussé pour aller distinguer l'abondance de chaque organisme par rapport à sa taille. Donc, on peut faire ce qui sont appelés les spectres de taille sur les différents types de plancton. Nous voyons en général, plus il est grand l'organisme, moins il est abondant. Okay? Les organismes plus petits, ils ont une abondance plus accentuée, comme vous voyez dans la courbe, dans la pente. Okay? Alors,
à travers ce genre d'analyse, en faisant la répartition entre différents types d'organismes, les producteurs primaires, consommateurs, prédateurs, etc., c'est possible d'aller observer, construire les réseaux trophiques, les pyramides trophiques, pour voir l'abondance en termes de biomasse des consommateurs, des prédateurs, des producteurs primaires, etc. Et c'est ce sujet que je trouve particulièrement intéressant pour ce qui concerne la structuration des écosystèmes marins par rapport à la structuration des écosystèmes terrestres, que Fabien Lombard, mon invité spécial, va nous parler dans son séminaire. Alors, je vous remercie pour votre attention. Et je passe la parole maintenant à Fabien Lombard, qui travaille à l'Institut d'océanologie à Villefranche-sur-Mer, dans le sud de la France. Merci de votre attention.